Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette 7e séance des lundis numériques de l'INHA, saison 2023-2024. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Madame Patricia Kalensky, qui est responsable du Centre de ressources scientifiques du château de Fontainebleau, Madame Anaïs Doré, qui est conservatrice en chef chargée des sculptures et du fonds d'architecture, s'excuse de ne pouvoir finalement pas intervenir. Et Patricia va nous parler aujourd'hui du projet Folia, donc Folia pour Fontainebleau, œuvres, livres, archives et images. Et Folia s'inscrit dans un projet plus global d'informatisation des collections et des ressources documentaires du château, initié en 2018. Donc je vous rappelle que la présentation durera environ 1 heure et nous aurons ensuite une trentaine de minutes pour ouvrir la discussion et pour répondre aux questions que vous aurez posées au fil de la présentation. Donc vous pouvez le faire soit à partir du chat Zoom, soit à partir du bouton Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Donc je laisse la parole à Patricia, que je remercie sincèrement pour sa participation au lundi numérique. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci à l'INHA et tout particulièrement à Maud de m'avoir conviée à ces lundis numériques et de me donner l'occasion de parler de ce projet, qui est un projet d'assez grande envergure eu égard au peu de moyens humains qui y sont consacrés. Mais je vais vous expliquer tout ça. Et tout d'abord, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Là, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, Oui. Patricia. Très bien. Donc, comme Maud l'indiquait dans la présentation, FOLIA est un acronyme qui résume aussi le domaine d'intervention du projet. Donc, FOLIA pour Fontainebleau, œuvres, livres, images, archives. En fait, on y a ajouté entre-temps l'architecture, mais que l'on considère faisant partie de la globalité œuvre. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne voilà. Folia est un système d'information plus qu'une base de données. Je vais vous expliquer son périmètre, euh, qui est un outil donc mis en place pour et par le Centre de ressources scientifiques du château de Fontainebleau. Nous sommes un service de la direction du patrimoine et des collections. C'est un service que je dirige et qui comprend en gros quatre grands pôles d'intervention. La documentation des collections, la bibliothèque de recherche, des bibliothèques patrimoniales et des archives. Dès lors, nous nous engageons sur ce projet, donc dans un projet transversal. Juste pour vous rappeler un petit peu, enfin vous expliquer un peu le contexte, le Centre de ressources scientifiques est un lieu où nous recevons des chercheurs, hein, dans une salle de lecture qui a réouvert en 2021 à la suite de travaux. Nous avons comme domaine d'intervention, donc je vous l'indiquais par le biais des grands pôles, mais nous avons une documentation, donc essentiellement des dossiers d'œuvres, dossiers d'artistes, dossiers, etc., mais principalement des dossiers d'œuvres. Nous gérons également la photothèque et donc la couverture photographique des collections. Et donc les bases de données documentaires, c'est pourquoi nous nous sommes engagés donc, dans ce projet. Je vous ai fait un petit rappel de la volumétrie des collections et des fonds que nous conservons. Tout ça pour vous donner un petit peu des éléments de contexte et vous expliquer pourquoi ce projet concerne en fait l'ensemble des collections et des ressources. Pour les moyens humains, ça a son importance puisque vous allez le voir, nous sommes peu de personnes à pouvoir nous consacrer vraiment à ce projet. Le personnel du CRES, c'est 6 personnes, moi y compris. L'équipe projet Folia, c'est seulement 4 personnes. Donc, j'assure à la fois mon rôle de chef de service et de chef de projet.
J'ai une des documentalistes du CRES, donc CRES pour Centre de ressources scientifiques, qui travaille avec moi depuis le début, donc depuis 2018 sur ce projet. Et il y a plutôt côté conservation, d'un point de vue strictement de l'organigramme, un administrateur de la base de données des œuvres et donc la conservatrice chargée des sculptures et du fonds d'architecture en projection de projet qui initialement souhaitait participer avec moi, mais qui a eu d'autres engagements malheureusement. Donc, elle ne peut pas être avec moi aujourd'hui. Le, le projet, c'est vraiment un, la mise en place d'un système comme ça, c'est très important, et c'est même, je dirais, crucial pour un bon fonctionnement et une bonne gestion des fonds et des collections. Et dès lors, se pose la question d'emblée de l'outil à choisir, puisque comme vous le savez, dans chacun des domaines d'intervention, que ce soit la gestion des collections, la gestion des archives, la gestion et la description, et les bibliothèques ou une photothèque numérique, il y a des impératifs, des contraintes, des standards, des normes qui ne sont pas forcément les mêmes. Et dès lors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit un outil qui fait tout? Est-ce qu'on choisit plusieurs outils et on les relie entre eux? Voilà, c'est une vraie question euh, voilà, à laquelle on a répondu par le biais de ce projet que je vais vous expliquer. Euh, le, à l'origine, évidemment, on fait un état des lieux et une analyse de besoins. Et les paramètres à prendre en compte, c'est d'établir des liens entre les données, puisqu'on est donc dans un château-musée, et donc avec des collections et des ressources qui ont des liens entre eux, qu'il faut pouvoir matérialiser et, euh, et, euh, et expliquer de manière un peu transparente dans l'outil. Harmoniser et mutualiser les vocabulaires de description. Ça, c'est très important de manière à ce que on ait vraiment une même base de vocabulaire pour l'ensemble des items à prendre en compte. Respecter, comme je le disais, les normes de description qui peuvent être différentes selon les statuts des items, donc que ce soit des collections, des bibliothèques ou des archives, et puis dans un but évidemment de médiation auprès de nos publics. On avait un besoin qui était celui de faire évoluer la base de données des collections d'un point de vue technique et des pratiques métiers également, puisque c'était une base qui était utilisée assez peu largement, y compris au sein de l'institution et y compris même au sein de la conservation, donc avec peu de personnes qui s'étaient emparées de cette base de données. Donc, on avait vraiment la volonté de faire évoluer les pratiques métiers, en plus de faire évoluer techniquement la base qui était un peu euh, vieillotte. Ensuite, on avait une volonté très forte de rendre accessible et d'informatiser au départ les ressources documentaires. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'outils ni de base de données en local pour l'ensemble des fonds et collections décrites. Et puis donc une forte volonté également de mettre en ligne progressivement l'ensemble de ces données et notamment les collections du château qui n'étaient pas du tout visibles du public. Euh, et cela dans un contexte de refonte du site web, puisque le site web a été également refait donc dans les premières années, après quelques années du démarrage du projet. Donc on était vraiment dans ce contexte. Et l'idée, c'était effectivement d'aller tous dans le même sens pour montrer plus et mieux nos collections et nos ressources. Donc, comme je le disais, c'est donc un projet global
que l'on met en œuvre donc depuis 2018. Et donc la décision que l'on a prise, c'est de non pas d'avoir une base qui prenne en compte tout, non pas d'avoir 5 outils différents que l'on mette en lien les uns avec les autres, mais c'est de mettre avec un même outil, mais qui se décline avec des modules applicatifs différents, 5 bases de données liées entre elles et partageant des vocabulaires communs. C'est donc un outil de gestion, de description et de documentation pour les collections du musée, les ouvrages de la bibliothèque de recherche et des bibliothèques patrimoniales, des images numériques, des fonds d'archives, de l'architecture et des décors du château. Il fallait qu'on arrive à prendre en compte un petit peu tout ça en structurant l'information et donc les données suivant des spécificités et les standards métiers qui s'appliquent, et en prenant en compte la différence des statuts, comme je le disais, des objets décrits, tout en étant très cohérent, donc en ayant un système d'information qui permette vraiment d'appréhender tout l'ensemble de manière très fluide, et ce, en utilisant des autorités, des termes de thésaurus communs, pour une bonne gestion au sein de la base, mais aussi pour permettre des recherches fédérées sur le portail web, puisque là, on avait, comme je vous le disais, cette forte volonté de mise en ligne dès le départ. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la force finalement du choix qu'on a fait, c'est de pouvoir créer des liens entre les notices afin que les items d'un module métier puissent être décrits par les autres ou documentés par les autres. Enfin, le projet s'est inscrit dès le départ, et là aussi, c'était une singularité du projet par rapport à ce qu'on a pu, ce qui peut exister de manière générale dans l'informatisation des collections et des ressources dans les musées. Donc là, c'était d'inscrire dès le départ le projet dans le web de données. Donc en imaginant un modèle de données en fait dès le départ et en amont de la constitution de la base, des bases, et en travaillant également à des référentiels, donc les vocabulaires de description, en amont aussi de l'implémentation des modules métiers. Sachant que on a ensuite donc implémenté l'outil logiciel que l'on a mis en production petit à petit, brique par brique. Et les évolutions sont attendues à court et moyen terme, toujours pour aller encore plus loin dans les principes du web de données, afin d'améliorer la recherche et l'exposition des données. Je vous expliquerai ça plus avant, mais c'est pour vous dire que dès le départ, en fait, on a pensé à cet aspect de web de données afin de ne pas mettre en place quelque chose et puis de se dire au bout de quelques années, ah bah il faudrait un petit peu tout remouliner parce que finalement, si on veut pouvoir s'inscrire dans le web de données, en fait, on n'est pas prêt, c'est voilà, on n'est pas structuré pour nous permettre cela. Dans le cahier des charges, on avait mis un petit schéma qui montre l'architecture vraiment globale, générale de ce projet. Bien évidemment, on va plus dans le détail maintenant. Mais l'idée, c'était d'avoir donc en vert, donc dans la partie centrale, vous voyez les modules métiers finalement, donc une photothèque, des archives, des collections, une bibliothèque. Et puis, il faut pouvoir gérer des accès différents selon ces modules, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes professionnels qui vont travailler en production sur chacun de ces modules. Et puis, donc en gris, vous avez les index, donc les référentiels
mise en place qui alimente donc ces briques. Et puis évidemment, en bleu, la partie de mise en ligne d'interaction sur le web, ou avec le web plutôt. Pour aller plus en détail maintenant sur les cinq modules que l'on a implémentés, on a donc tout d'abord Folia Œuvre, qui est donc un outil de gestion et de documentation des collections, qui est issu de la migration de notre ancienne base de données des œuvres. Donc, base de données des œuvres qui était structurée voilà, avec sa structure propre, mais qui respectait les exigences réglementaires du service des musées de France, notamment en termes d'inventaire, de récollement, également de versement dans Joconde. Et évidemment, ceux-là, on était tenu de conserver et de continuer de répondre à ces exigences réglementaires. Et comme je vous le disais, on avait également une forte volonté de développer la synergie des équipes, donc de vraiment faire évoluer nos pratiques métiers de manière à ce que chaque équipe au sein de la direction du patrimoine et des collections, finalement, puisse intervenir selon son domaine d'intervention. Donc la conservation, les conservateurs sur la partie, les aspects scientifiques de la description des œuvres, la régie des œuvres pour les aspects de gestion des collections, notamment en termes de mouvement, mais pas seulement, voilà, de mouvement, d'état des œuvres, etc., de restauration. Et puis donc la partie documentaire qui nous revenait plus précisément au centre de ressources scientifiques. Pour vous montrer ce que cela donne dans l'outil métier que nous avons choisi, donc nous travaillons depuis maintenant, donc depuis 2019 vraiment, puisque le marché était passé à la fin de l'année 2018, avec la société Skinsoft qui nous accompagne donc sur l'ensemble de cette mise en place. Voilà, dans un dialogue donc qui est très très nourri depuis 2019, dans la phase de préparation déjà du projet, comme je vous le disais, avec la mise en place d'un certain nombre de principes en amont même de l'implémentation du logiciel, et puis après tout au long de la mise en production des modules. Donc voilà pour Folia Œuvre. Pour Folia Livre, c'était donc mettre en place un outil de gestion de bibliothèque, sachant que, comme je vous l'ai dit au départ, nous avons deux grandes familles dans nos bibliothèques. Une bibliothèque de recherche qui est donc ouverte aux chercheurs en interne comme en externe. Et jusque-là, donc nos ouvrages sont toujours d'ailleurs visibles dans le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux. On voulait donc, pour cette bibliothèque de recherche, constituer un catalogue local qui nous permette de récupérer ces données, donc les données des ouvrages Fontainebleau présentes dans le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux, pour les importer en local sur notre outil, de manière, je vous l'expliquerai après, à pouvoir justement faire des liens avec le reste. Et puis, pour ce qui concerne les bibliothèques patrimoniales, qui sont donc au château depuis le Premier Empire, hein, puisque c'est une volonté de Napoléon Ier que d'installer des bibliothèques au sein du château de Fontainebleau. Ces bibliothèques sont restées dans nos murs tout au long du 19e siècle et puis du 20e siècle. Et puis voilà, depuis la fin du 19e siècle, elles ont été inscrites sur les inventaires de la Bibliothèque nationale de France. C'est donc un dépôt de la Bibliothèque nationale de France que nous gérons, avec ces bibliothèques patrimoniales. Les ouvrages d'ailleurs patrimoniaux, de ce fait, sont visibles, eux, sur le catalogue général de la BNF. Mais donc, nous n'avions pas d'outils en local qui nous permettent de gérer tout cela avec nos propres contraintes de gestion
et puis nos désirs aussi de documentation. Comme vous le savez, on peut imaginer faire des recherches thématiques sur un sujet en allant puiser dans chacun de ces réservoirs finalement. Et puis également, pour ce qui est plus précisément du lien entre les œuvres et la bibliothèque de recherche, c'est tout simplement de travailler sur la bibliographie des œuvres de manière fluide, là aussi, en permettant d'établir cette bibliographie par le biais de liens entre la notice bibliographique de l'ouvrage et la notice de l'œuvre. On avait évidemment le désir de respecter le format, le désir et puis l'obligation aussi pour que ça fonctionne, de respecter le format Unimark, puisque si on voulait pouvoir faire des échanges de données, sachant que nous allons continuer en production d'alimenter à la fois le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux, donc au fur et à mesure de nos acquisitions et de notre activité de catalogage, on continuera bien évidemment de nourrir ce catalogue collectif et en même temps, voilà, pour éviter une double saisie, on souhaite pouvoir récupérer les données directement au sein du catalogue local. On a donc cette obligation de respect du format qui était très important. Et puis, on aura aussi à travailler enfin, à retravailler, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, les notices bibliographiques qui, elles, étaient présentes sur l'ancienne base de données des œuvres et qui étaient présentes sous la forme de références qui étaient dans un champ bibliographie de la base de données des œuvres. Donc, il faut maintenant que l'on reprenne l'ensemble de ces notices. On avait un peu plus de 1000 notices qui étaient chacune liées évidemment avec une ou plusieurs, plus souvent plusieurs, voire même beaucoup d'œuvres. Donc de reprendre tout cela en récupérant les liens avec nos notices bibliographiques quand bien évidemment on possède l'ouvrage dans nos collections. Ce n'est pas toujours le cas, parfois on aura effectivement simplement une référence bibliographique dans la notice de l'œuvre. Pour la BNF, on avait là aussi une autre contrainte qui était celle de pouvoir récupérer donc ces notices qui étaient présentes dans le catalogue général afin de les importer en local et de pouvoir ensuite vraiment avoir une base interne beaucoup plus propice, notamment à gérer nos chantiers de conservation que nous entreprenons. Nous avons commencé à travailler sur les bibliothèques patrimoniales vraiment d'un point de vue de gestion de collection et de gestion et de mise en place de chantiers de conservation à partir surtout de 2019. En 2017, on a fait un état des lieux et depuis 2019, on fait vraiment de gros chantiers de dépoussiérage et de conservation avec un travail de récollement aussi de ces collections que l'on commence à vraiment maintenant à connaître de mieux en mieux. On a fait de nombreux chantiers depuis 2019. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin, je vous l'ai dit dans la volumétrie initiale, je pense, mais on a donc à peu près 9000 ouvrages dans la bibliothèque de recherche et à peu près 37 000 volumes dans les bibliothèques patrimoniales. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, pour Folia Livre, on est donc toujours avec un outil Skinsoft, mais paramétré de manière différente, qui respecte donc le format Unimark. Alors, pour le module image, là, on est sur une autre problématique qui était une problématique vraiment très importante au moment de la mise en œuvre du projet, puisqu'on avait, comme dans beaucoup d'établissements, des milliers d'images numériques qui étaient présentes sur nos serveurs, avec des difficultés en termes de stockage, de recherche dans ces multiples dossiers bureautique, également de visualisation et puis surtout de respect de la diffusion, de pouvoir cadrer vraiment cette diffusion des médias.
Notre couverture photographique est assurée depuis de très longues années par l'ARMN Grand Palais, par l'agence photographique. Et on avait donc là plus de 10 000 images déjà qui sont engrangées dans cette base photo de la RMNGP. Euh, et, euh, et on avait donc sur notre base de données des œuvres initiales avant migration, des petites vignettes qui étaient liées aux notices, qui nous permettaient juste d'avoir une illustration de la notice d'œuvre. Et là, on a eu donc plusieurs problématiques qui étaient de pouvoir avoir un outil qui optimise le stockage, la recherche et cette gestion des médias, et également de pouvoir importer les images en haute définition de la RMNGP notamment. On avait nous aussi initié un fonds important d'images haute définition qui était géré en interne au sein de l'établissement. Donc, on voulait pouvoir intégrer toutes ces images en haute définition et de pouvoir les lier avec les différents items, sachant qu'on avait déjà principalement des images des œuvres euh, et des espaces et décors du château, bien sûr, mais on avait aussi ponctuellement des photographies d'archives ou des photographies d'ouvrages qui avaient commencé à alimenter ce réservoir d'images. On a également un fonds important d'images argentiques dans nos archives. Et, euh, et l'idée, c'était aussi de pouvoir petit à petit et progressivement prêter ces fonds argentiques, de pouvoir en parallèle les numériser et d'avoir également ces images donc numériques issues des fonds argentiques qui puissent également venir alimenter cette photothèque numérique. Et puis on a commencé à réaliser un grand nombre de reportages sur des événements, des expositions, des opérations de restauration, par exemple. Et là aussi, on trouvait que c'était intéressant que ces images de reportage qui documentent la vie du château puissent également intégrer la photothèque. Donc voilà comment se présente le module image. Donc là encore, on est dans un autre paramétrage et une autre manière de travailler au sein de ce module. Pour les archives, on avait un objectif de signalement et de valorisation des archives. On avait une problématique importante qui était que on n'avait pas du tout nos fonds n'étaient pas du tout numériques, n'étaient pas du tout informatisés. On avait enfin pas mal quand même. On avait plusieurs instruments de recherche qui avaient été mis en place, hein, donc avec les fonds principaux, nos fonds principaux étaient décrits, euh, donc avec des instruments de recherche plutôt en format Word, et donc pas de notices d'archives et les inventaires, donc pas forcément dans un format permettant de les intégrer facilement dans une base de données d'archives. Cet objectif était assujetti à un format de description également, hein, comme on l'avait pour les bibliothèques. On a également pour les archives la nécessité de respecter un standard. Donc pour les archives, c'était plutôt l'ISAG à la base. Et donc éventuellement de pouvoir, sur la base d'un travail à faire sur les instruments de recherche existants, permettre d'importer ces instruments de recherche en EAD dans un outil, donc dans le nôtre,
et puis par la suite, éventuellement, permettre également cet export en EAD. Bien évidemment, on a toujours cette double, et ça c'est pour l'ensemble finalement de nos modules métiers, on avait la double nécessité de à la fois d'écrire, documenter, mais aussi permettre une bonne gestion, notamment en termes de gestion des localisations, des interventions sur les différents items. Voilà, donc ça, c'est ces données de gestion finalement sont elles aussi complètement partagées dans l'outil. Enfin, pour l'architecture, là, c'est pour les œuvres immeubles par destination. On avait une, une volonté de pouvoir intégrer également les œuvres qui sont immeubles par destination et qui ne sont pas sur les inventaires du musée, de manière à avoir vraiment une séparation plus nette que celle que l'on avait auparavant, où la base de données des œuvres, finalement, comprenait d'autres choses, puisqu'on ne savait pas trop comment gérer les autres items. Donc, finalement, ils étaient intégrés de manière plus ou moins harmonieuse dans la base de données des œuvres. Mais voilà, on voulait pouvoir distinguer des peintures murales, par exemple, des décors de fresques de la galerie François Ier, de nos œuvres qui portent des numéros d'inventaire de musée. Donc là, on était dans encore une autre problématique métier, mais toujours avec la même nécessité de vouloir décrire les pièces, les décors, les espaces, de pouvoir lier éventuellement avec le mobilier constitutif de la pièce. C'est là toute l'aspect musée-château que j'ai évoqué très rapidement au début. C'est là que ça prend évidemment tout son sens, puisque le mobilier que l'on possède, très souvent, il a été créé à destination d'une pièce. Il a eu voilà, il y a pu y avoir divers aménagements, etc. Donc tout ça, c'est intéressant de le documenter et de pouvoir le décrire. Donc voilà pour le module architecture. Alors maintenant, je vais m'attarder un petit peu plus sur les aspects web sémantiques du projet pour essayer de vous expliquer ce qu'on a fait et comment on a procédé, sachant que c'est pour ça que je vous ai mis dès le début de l'intervention une slide sur les moyens humains et sur la constitution finalement de l'équipe projet, sachant que effectivement on n'est pas dans un établissement qui est complètement tourné vers les humanités numériques à la base. On est vraiment des professionnels d'un château-musée et on avait donc avant tout comme désir, comme je l'ai indiqué, vraiment d'améliorer la synergie de travail et surtout de pouvoir améliorer les aspects de description, de documentation. Mais on avait en même temps cette volonté de nous inscrire dès le départ sur ces aspects web sémantiques. Et pour ce faire, on s'est évidemment basé sur la feuille de route du ministère de la Culture qui avait commencé depuis plusieurs années déjà à communiquer sur la mise en œuvre voilà, d'un certain nombre de projets dans le cadre de la feuille de route sémantique. Et donc, en respectant finalement, donc en se fondant sur cette feuille de route, on a identifié en gros trois axes que l'on a essayé de suivre.
Le premier, c'est l'identification des différents objets de manière unique, donc d'avoir un identifiant unique pour chacune de nos notices finalement, de pouvoir se fonder sur des modèles de données, sur des référentiels aussi, et puis de pouvoir interconnecter ces données. On a donc commencé, comme je l'ai évoqué très rapidement au début, en amont de l'implémentation des modules métiers, à modéliser nos données, à préparer et formater nos référentiels. Puis, au fur et à mesure de l'implémentation des modules, d'essayer tout de suite de paramétrer ces différents modules métiers en respectant de la meilleure manière qui soit les modèles de données qu'on avait imaginés, mis en place, et puis permettant donc de faire des liens entre les différents items. Le tout en ayant des identifiants uniques. Et puis, donc maintenant qu'on est plus sur la préparation de la mise en ligne, donc les spécifications pour le portail, et puis encore par la suite, l'exposition des données, donc les formats d'export de données qui viendront donc dans un second temps. Pour les modèles de données sur lesquels on s'est basé, et là, j'ai omis de dire qu'effectivement, on a eu à ce moment, enfin, au moment de la mise en place, enfin, tout simplement même de la mise, du lancement même du projet, on a été accompagné aussi par le service du numérique du ministère de la Culture et également donc par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est donc la société Sparna qui nous a accompagnés aussi sur cette préparation en amont de la mise en œuvre des bases de données, le fait de constituer ces modèles de données. Donc on s'est fondé sur les 4 ontologies de base voilà, qui nous semblaient, n'a pas été, voilà, on a fait, on s'est basé sur ce qui existait et qui est déjà très bien. Donc, pour ce qui est des données de musée, le CIDOC CRM, pour la bibliothèque, plutôt le modèle FRBR, pour les archives, on a commencé à regarder ce qui était le recording context qui se mettait en place, mais c'était vraiment les prémices au moment où on a mis en place le projet, on était vraiment dans le tout début, toute première version de Recording Context. Ça a évolué depuis. Et puis pour les médias, une description assez simple de type Dublin Core. Alors, je ne vais pas, je vous montre pas l'ensemble des modèles de données, l'ensemble des schémas que l'on a constitués. On en a fait 33 en tout, mais je vous montre je vous en propose juste quelques-uns pour vous montrer un petit peu comment on décrit cela par des schémas. Donc, par exemple, plutôt que de décrire chaque chose, enfin chaque objet en une manière un peu classique, en se disant, bah voilà, on prend un peu la même chose, le numéro d'inventaire, l'auteur, le titre de l'œuvre, etc., etc. Et puis on déroule comme ça toute une fiche de manière un peu linéaire. On s'est vraiment attaché à la notion d'activité en disant que finalement une œuvre, voilà, elle est créée à un moment donné, dans un lieu, à une époque donnée, par un auteur, etc. Elle peut ensuite cette œuvre avoir été commandée donc par un commanditaire. Donc c'est une activité de création qui est parfois déjà en plusieurs phases, avec parfois une création et puis une fabrication qui est un petit peu différente. Enfin voilà, on peut avoir diverses interventions. Et en fait, pour chaque activité, que ce soit la création ou toute autre intervention,
il y a finalement toujours un acteur dans un rôle donné. Ça se passe dans un lieu donné, à une époque donnée. Voilà. Donc, on retrouve tout cela dans ce schéma. Euh, avec donc une activité, toutes ces composantes dont je viens de vous parler, et puis un aspect documentaire, c'est-à-dire que cette activité, bah, elle peut être effectivement documentée par un document d'archives ou par un média. Voilà, donc on a essayé de réfléchir un petit peu comme ça et on a essayé de paramétrer nos modules de manière à pouvoir maintenir cet aspect un petit peu vie de l'œuvre, vie de l'item, avec ces différentes activités finalement. Ensuite, d'un point de vue documentaire et donc des liens que l'on a mis en place, des liens documentaires finalement aux différentes œuvres, aux différents items, eh bien effectivement, c'est là où sur cette diapo, vous pouvez voir que par exemple pour une œuvre, et c'est pour ça que je l'ai appelé indexation, en fait c'est en termes documentaires la manière d'indexer une œuvre finalement, c'est de dire que cette œuvre, par exemple, elle peut représenter une personne, ou elle peut représenter un lieu, elle peut représenter un sujet, elle peut aussi représenter un décor. On a par exemple des tableaux qui représentent la salle de bal, donc un élément de décor du château. Donc parfois, voilà, il y a des choses qui sont en miroir, hein, les unes par rapport aux autres. Une œuvre peut également représenter un événement historique, voilà, le mariage de Louis XV, par exemple. Voilà, donc cette manière d'indexer, finalement, on l'a représentée en général sur nos modèles quand on a le marron, en fait, c'est un item et le gris, c'est un référentiel donc constitué donc un vocabulaire. Donc pour une personne, c'est une autorité. Pour un lieu, c'est un terme de thésaurus. Pour un sujet également. Voilà. Donc on a essayé de montrer ça comme ça sur cette diapo. Et puis sur les liens que l'on peut faire entre un item et un autre, on le montre ici, par exemple. C'est ce que je vous expliquais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une archive peut documenter une œuvre. Et on peut également avoir un ouvrage qui parle d'une œuvre, donc on a envie de mettre la référence bibliographique ou la référence du document d'archive sur la notice de l'œuvre. En tout cas, en lien avec elle, c'est ce que l'on a fait. Et puis, ben, de la même manière, on peut avoir un média, évidemment, un ou plusieurs médias qui représentent cette œuvre. Donc, on fait par ce système de lien, voilà, on connecte finalement nos 5 bases sur les notices concernées. Pour le modèle bibliothèque, voilà, on a fait plusieurs slides aussi plusieurs schémas pour le modèle bibliothèque, mais c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que un ouvrage peut à la fois parler d'une personne, un ouvrage sur Napoléon Ier, voilà, un ouvrage qui va documenter un événement historique, voilà, une thématique donnée, par exemple la Renaissance, voilà, et également donc un ouvrage peut documenter des œuvres, peut aussi documenter des ressources archivistiques. Hein. Quand on a par exemple dans une exposition, on présente des œuvres, des ouvrages, des archives, eh bien, évidemment, la bibliographie, si on veut pouvoir indiquer la bibliographie, donc qui est celle du catalogue d'exposition sur chacune de ces notices, bah, c'est bien de pouvoir le faire par le biais de liens. Voilà, donc c'est vraiment très en quelques images, hein, juste pour vous montrer un petit peu quel principe on a appliqué. Et puis ensuite, bah, sur la base de ces schémas, finalement, on a essayé d'implémenter, de paramétrer les différents modules métiers de manière à pouvoir constituer ces liens et tout ce travail de référencement. Concernant maintenant les vocabulaires,
on a créé, je vous le disais, donc en amont de la migration même de la base de données des œuvres vers le nouvel outil de Skillsoft, donc. On a créé des référentiels en extrayant finalement de la base de données des œuvres les différents vocabulaires, en les mettant à plat, en essayant de les toiletter, c'est-à-dire de voir s'il n'y avait pas des termes redondants qui pouvaient être réunis au sein d'un même concept. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'essayer de réfléchir plus en termes de concept plutôt qu'en termes vraiment de termes de référentiels, de termes de thésaurus. Voilà. Et de la même manière pour les autorités, on s'est rendu compte qu'il y avait, enfin, je pense que je vais parler voilà, sur des choses que vous connaissez sans doute bien. Voilà, on a souvent été confronté à des doublons, à des autorités qui n'étaient pas forcément écrites de la même manière. Donc, on a essayé de mettre tout ça à plat. Et puis, on en a profité pour toiletter à minima, quand même, la base de données, de manière à, justement, sur la base de ce premier toilettage que l'on a fait, essayer de préparer au mieux la migration en nettoyant au sein même de la base de données des œuvres autant que possible, parce que c'était pas toujours possible de le faire. Des fois, il y avait des milliers de notices concernées. Donc là, c'était très compliqué de le faire en amont. Donc voilà, il y a certains toilettages que l'on a conservés, enfin qu'on a décidé de faire a posteriori. Ces référentiels, donc je vous l'ai dit, sont des autorités ou des termes de thésaurus. Et également, on a des tables annexes, comme pour les événements ou les localisations, où voilà, on est dans une structuration un petit peu différente. Pour ce qui est de la structure des référentiels, on a choisi le SCOS. Donc le SCOS, pour rappel, c'est un système simple d'organisation des connaissances. Donc c'est le format que nous avons choisi pour structurer nos référentiels. Pour ce faire, on est parti de deux tableaux Excel que l'on a travaillés et qui nous ont permis ensuite de faire passer ce tableau Excel en format SCOS par le biais d'un petit outil. Donc voilà, on avait à la fois ce travail en amont et puis ce travail vraiment concret sur les référentiels eux-mêmes. On a eu pendant cette phase, parce que c'était quand même ça un assez gros travail, on a eu l'aide d'une stagiaire qui a travaillé vraiment que là-dessus pendant quelques mois. Voilà, l'idée du SCOS, c'est de pouvoir, c'est, je vous disais, un format, mais plus exactement un standard, donc d'échange et de publication. Et puis, ça permet de faire des alignements de concepts à l'échelle du web. Et c'est justement ce que l'on cherchait à faire. Ça, je vais vous l'expliciter un petit peu plus maintenant. Donc, comme je vous le disais, on est parti de tableau Excel, donc méthode complètement empirique. Et puis ensuite, on a converti en SCOS, donc grâce à un outil spécifique que je vous ai cité sur cette diapo. Bon, comme vous voyez, comme je vous disais, c'est un assez gros travail puisqu'on c'est à peu près 9 mois de travail pour constituer ces référentiels, essayer d'avoir quelque chose d'à peu près propre en amont donc de la mise en œuvre du module œuvre justement. Pour chacun des termes sur lesquels on a travaillé, on a cherché à aligner sur d'autres référentiels, notamment la source Joconde et surtout la source BNF. Et nous avons donc indiqué, chaque fois qu'on a pu les identifier, les identifiants ARC, par exemple, de la BNF. Et puis, donc, on a essayé de mettre en place un identifiant unique pour chacun de nos concepts.
Donc voilà un extrait de notre tableau Excel de base qui est donc qui est structuré donc vraiment en SCOS. Voilà, avec les termes préférés, synonymes, on a parfois des termes associés, on peut avoir potentiellement des petites notes biographiques, pardon, qu'on n'a pas toujours, hein, mais dans certains cas, voilà, pour des personnalités plus importantes, mieux connues, on peut avoir déjà des notes biographiques qu'on a intégrées donc en amont. Bon, et puis bien sûr, tout ce qui est date, lieu de naissance, de mort, etc. Éventuellement des fonctions, si on sait que par exemple un artiste est connu comme peintre et graveur, voilà, on a pu indiquer à ce moment-là ces deux fonctions principales. Voilà. Ensuite, dans l'outil, donc l'arc BNF que l'on avait intégré à notre référentiel, on a pu donc l'intégrer avec les autres données dans le corps même de la notice d'autorité. Évidemment, cet arc permet vraiment d'avoir une correspondance, donc un alignement avec la notice BNF. Et puis, ben, voilà, c'est tout le jeu des alignements. Ça permet d'avoir aussi l'accès à d'autres réservoirs de notices, puisque, comme vous le savez, il y a déjà des alignements qui sont faits, évidemment, dans Data BNF. Ensuite, l'intérêt d'avoir des référentiels communs et complètement transverses, c'est de pouvoir se dire que, par exemple, une autorité peut à la fois être, dans certains cas, auteur d'un item, d'une œuvre ou d'un ouvrage, et puis, dans d'autres cas, être commanditaire, dans d'autres cas, être possesseur, dans d'autres cas, être intervenant, etc., ou être personne représentée aussi sur une œuvre. Là, c'est le cas de ce que je vous montre à l'écran, puisque on a, comme vous voyez, une, un dessin ou une gravure, je ne sais plus si c'est un dessin ou une gravure, mais qui représente donc le roi de Rome, voilà, qui est évidemment également un personnage que l'on peut retrouver avec d'autres rôles selon les cas. Alors pour ce travail sur les autorités, c'est on va dire celui qui nous a causé et qui continue de nous causer pas mal de soucis. D'abord parce qu'on a besoin tout le temps d'en créer de nouveaux en production. Là, on a sans cesse des gens qui nous disent j'ai besoin de voilà de telle autorité, de telle nouvelle autorité. Donc, faut créer ça rapidement. Et puis, on a la problématique d'import des autres réservoirs, finalement, notamment les catalogues de bibliothèques, puisque quand on a intégré euh, nos, euh, nos notices bibliographiques, évidemment, ces notices bibliographiques sont elles-mêmes liées à des autorités et qui sont plus ou moins propres. Dans le cas de la BNF, c'était relativement propre, bien évidemment, puisqu'ils ont quand même beaucoup travaillé sur leur notice d'autorité. Pour le CCBMN, voilà, on est confronté à beaucoup plus de doublons ou voilà, une nécessité de toilettage. Donc, en tout état de cause, on savait qu'au moment de l'import, on allait avoir beaucoup de nouvelles autorités qui allaient venir finalement polluer, entre guillemets, notre référentiel de base qui avait été voilà, fait de manière la plus propre possible. Et donc, on a essayé de réfléchir à ça en se disant, voilà, est-ce qu'on pourrait pas essayer de travailler en amont de l'import des notices à aligner déjà toutes ces autorités et à essayer de faire en sorte de préparer un toilettage pour éviter de se retrouver avec énormément de pollution voilà, à l'instant dès l'instant où on aurait importé de nouvelles notices. Bon, donc en fait, là, on est justement au moment crucial où on est en train on entre vraiment en production dans le module bibliothèque, puisque nos données sont importées. On commence de faire des liens bibliographiques avec les différents items. On commence, comme je vous le disais, à nettoyer
les notices bibliographiques qui étaient présentes dans l'ancienne base de données des œuvres. Mais bon, voilà, on sait que, voilà, on voit bien qu'on va avoir un énorme travail de toilettage. Là, on se retrouve avec des milliers d'autorités. Donc, on va rentrer dans une nouvelle phase voilà, qui prendra un certain temps. Euh, pour l'état d'avancement du projet, ce que je peux dire, c'est que nous sommes donc maintenant complètement en production dans les modules œuvres, images, archives et architecture, donc avec des notices descriptives qui sont constituées ou qui se constituent au fur et à mesure, puisque dans certains cas, par exemple pour les archives, il y a encore un énorme travail d'intégration. Voilà, le récollement se fait dans l'outil. En termes de régie, tout se fait également dans l'outil, donc à la fois pour les préparations d'exposition, la préparation et le suivi des prêts aux expositions. Pour tout ce qui est mouvement, tout ça se fait maintenant complètement dans l'outil. Pour les notices de bibliothèque, donc on est vraiment au tout début de la mise en production, donc avec maintenant des toilettages qui sont commencés, mais qui vont prendre, je pense, plusieurs années. Donc très prochainement, nous allons, je l'espère, mettre en place une interface nous permettant de dériver au fur et à mesure du catalogage dans le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux, donc de dériver nos notices dans le catalogue Folia au fur et à mesure donc de l'entrée des ouvrages dans la bibliothèque. Et puis donc, on est actuellement en pleine préparation de la mise en ligne, puisque même si nous avons encore énormément de notices à faire, tout simplement à renseigner et à toiletter et à compléter et à documenter, etc., etc. On a travaillé sur les spécifications d'export pour la mise en ligne. On est en train de constituer des premières sélections de notices qu'on va exporter dans une V1 du portail des collections et des ressources documentaires. Et puis, bah voilà, progressivement, on essaie d'enrichir et on essaiera d'enrichir au fur et à mesure. On réfléchit actuellement sur la construction de de nos URI. Voilà, c'est encore en réflexion puisqu'au départ, on aurait souhaité tout de suite s'inscrire dans ARC et puis bon, des questions euh, de timing parce on a été quand même très très pris par tout le reste. On a laissé ça un petit peu de côté. Donc voilà, on a la possibilité d'avoir des URI maison entre guillemets aussi. Voilà, on va voir ce qu'on met en place ou pas dans cette V1. Peut-être que ce sera plutôt dans une V2 que ce sera plus consolidé. De la même manière, on est en train de mettre en place des métadonnées schéma.org afin d'aligner notre modèle de données, donc de nos différents modules vers le modèle schéma.org pour faciliter la recherche par les moteurs du web. Et donc, à partir de nos spécifications d'export des notices. Donc, les spécifications d'export des notices, bah, c'est tout simplement le choix des champs que l'on souhaite exporter, la manière dont on souhaite les exporter, comment on veut que ça se présente en vue publique, et puis, partant de là, bah, quelles métadonnées appliquer de manière à ce que ça puisse être requêté par les moteurs de recherche du web. Donc, on s'est appuyé essentiellement sur cette classe de schéma.org qui est la classe Creative Work, qui est sur la page, je vous l'ai indiqué ici, de schéma.org. Et évidemment, pour tout ce travail, on est accompagné par la société Sparna, puisqu'on n'a pas forcément les compétences en interne, comme je le disais. Voilà, c'est l'intérêt d'un projet comme celui-là aussi, et on pourrait pas travailler autrement. C'est vraiment un travail de collaboration entre
les professionnels du musée, du château en ce qui nous concerne, avec leurs compétences scientifiques, documentaires, archivistique. Et puis, un éditeur de logiciels qui, voilà, sur la base, comme je vous le disais, de ce dialogue nourri depuis le début, essaie de répondre au mieux à nos attentes et à nos besoins. Et voilà, avec des évolutions qui se font au fil du temps, puisqu'on peut se rendre compte, nous, de certains besoins, eux, de certaines contraintes techniques, etc. Voilà, c'est tout un travail même coopératif, je dirais, entre nous. Et puis également avec la collaboration très riche et intéressante donc de la société Sparna qui nous accompagne aussi depuis le début sur ce projet. Donc c'est cette réunion de compétences qui, j'espère, va donner naissance avec une mise en ligne prévue le 22 avril. Donc, nous sommes vraiment dans les starting blocks. Je ne sais pas si on arrivera à tenir ce délai du 22 avril, car il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà, on a un portail qui commence, voilà, qui est en préparation. Je vous ai mis quelques petites captures d'écran, même s'il y a des choses qui potentiellement dans les contenus, en tout cas, sont encore en construction. Mais voilà, l'intérêt du système qu'on a mis en place avec ces liens, ces référentiels communs, c'est de pouvoir avoir la possibilité de faire une recherche libre. Alors, c'est tout petit sur la diapo, mais si vous regardez le petit menu, donc la barre de menu noire, vous voyez qu'il y a une petite loupe avec recherche libre. Donc, cette recherche libre permet de faire une recherche transverse donc, au sein de l'ensemble du système, donc que ce soit des œuvres, des archives, des livres, des images. Et puis ensuite, il y a la possibilité de chercher plus précisément ou d'avoir même des contenus plus précis enfin, et plus ciblés en tout cas, sur les collections ou les ressources documentaires. Et dans les collections, la possibilité de choisir entre les œuvres ou l'architecture, et dans les ressources documentaires, la possibilité de choisir et de rechercher d'emblée dans les bibliothèques, dans les archives ou dans la photothèque numérique. Voilà, donc les sélections thématiques, c'est donc une sélection de quelques, enfin, d'un certain nombre de notices qui permettent de répondre à des thématiques que nous avons choisies. Et donc, ils sont elles également transverses. Pour ce qui est, juste vous donner un petit aperçu de ce que l'on trouvera sur chacune ensuite des pages, que ce soit œuvre, architecture, bibliothèque, archives ou images. On aura la possibilité de mettre en exergue donc des œuvres phares au départ, et puis ensuite des catégories qui nous permettent d'appréhender en fait ces collections à travers certains aspects, donc par exemple sculpture, peinture, etc. Pour ce qui concerne les œuvres. Voilà, pour l'architecture, on a fait la même chose avec les espaces et les décors emblématiques au départ, et puis ensuite des catégories. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai un petit peu dépassé de 5 minutes, enfin, à peine le temps qui m'était imparti. Mais bien évidemment, je suis disposée à répondre à vos questions. Je vous prie de m'excuser d'être passé très vite sur certains aspects. Voilà, c'était assez difficile de vous parler de tous les aspects du projet tout en allant vraiment dans le détail. Voilà. Donc j'ai essayé de rester, de survoler un petit peu le sujet et puis à la fois de vous donner des éléments qui vous permettent de comprendre le principe général. Et puis ben, je vous écoute si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Merci beaucoup, Patricia. Je vais arrêter mon partage de manière à En pouvoir. effet, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Federico, tu veux... Oui, il y a plusieurs questions dont la plupart
part ont reçu des réponses au fil de la présentation. Donc, sur certains, on pourra aller vite, mais on reviendra peut-être. Donc, la première question est, est-ce que vous faites les liens dans Folia entre une notice de la base œuvre, les contenus éditoriaux la concernant publiés sur les sites web? Alors oui, il y a donc ça fait partie de nos spécifications d'export. On a évidemment identifié un champ et ce dans finalement chacun des modules métiers. On a identifié à chaque fois un champ qui permet d'insérer un contenu rédigé finalement, permettant d'être exporté effectivement en vue portail. Et il y a une question qui concerne la présentation. Donc, c'est Elsa Badi-Modiri qui vous remercie pour la présentation et demande si on peut revoir l'interface archive des saisies. Je pense parce que c'est au moment de la présentation de l'interface archive. Elle demande si c'est possible de la Alors, revoir de la ce que je présentation. vous ai montré, ce n'est pas l'interface de saisie, c'est plutôt une interface de résultats. Euh, donc là, dans la présentation, j'ai pas plus, je peux revenir. Alors, attendez, il faut que je refasse un petit partage. Je peux essayer de revenir, mais ça donnera pas l'interface de saisie. Euh, mais après, je peux vous expliquer tout de même. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, je vais essayer, pardon, de revenir. Voilà. Donc là, c'est plutôt l'interface de résultats avec donc un certain nombre d'instruments de recherche ou simplement de saisie directe qu'on a fait pour certains fonds, notamment nos fonds d'archives privés. Là, tout ce que l'on voit à l'écran, les AP sont nos fonds d'archives privés et avec parfois des fonds plus ou moins importants. Donc, on a parfois des petits fonds vraiment de quelques pièces. Et puis, on a des gros fonds qu'on a pu entièrement, alors pas tous, hein, mais on l'a fait sur certains. On a travaillé sur la base de la feuille de style SOSI. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Donc, en gros, c'est de l'EAD XML et ça permet ensuite de faire une intégration dans Folia avec quelques petits toilettages toujours à faire parce que nos instruments de recherche n'étaient pas, comme je vous le disais, c'était souvent du Word. Donc voilà, après, il y a des petits ajustements à faire après l'import. Mais oui, je suis peut-être passée effectivement un petit peu vite sur ce sujet-là, mais on a effectivement respecté le format ISAG. Donc, les champs de saisie de la notice archive sont vraiment des champs de l'ISAG. Donc, on est complètement dans un schéma descriptif de type ISAG. Donc, avec tous les champs concernant le contexte de production, voilà, le producteur, toutes les zones de description, etc., etc. Et les zones, évidemment, comme vous le savez, l'ISAG n'est pas vraiment prévu pour faire de la gestion à proprement parler d'archives, hein, c'est plus de la description. Mais donc, par là, comment dire, en complément, finalement, on a toujours, comme je vous le disais, et ça c'est partagé, des données de gestion qui concernent la localisation, voilà, l'intégration dans des projets, etc. Ça, c'est géré un peu de la même manière dans chacun des modules. Et Est-ce Elsa que je réponds? Badi-Modiri précise bien qu'elle pensait en effet à l'interface des résultats. C'est moi que j'ai mal interprété. Je m'en Ah, excuse. Donc, c'était bien celle que vous avez présentée, l'interface dont elle parlait. Et ensuite, il y a une autre question sur laquelle je pense que vous êtes déjà venu, mais comment sont interconnectées les différentes bases de données? Est-ce que quand on indique un catalogue d'exposition dans la bibliographie d'une œuvre, on s'appuie sur la référence de cet ouvrage conservé à la bibliothèque du château et donc présente sur la base livre? c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le catalogue d'exposition en main. Il a été catalogué précédemment. Donc, voilà, d'un point de vue bibliothèque, c'est géré. Et puis, ben, on se dit, ben, voilà, maintenant, on va faire la bibliographie. Donc, on se retrouve avec toutes nos notices du catalogue d'exposition.
Donc des notices d'œuvres, parfois des notices d'archives dans certains cas, des notices de livres. On a des ouvrages patrimoniaux, voilà, on a. Si je donne un exemple, en 2021, il y a eu une exposition qui s'appelait Un palais pour l'empereur Napoléon Ier à Fontainebleau. On a présenté beaucoup d'œuvres dans cette exposition, donc avec des prêts à des institutions extérieures au château, bien sûr, mais il y avait aussi des œuvres, des archives et des ouvrages de bibliothèque patrimoniale dans cette exposition. Eh bien, l'idée, c'est effectivement d'indiquer les références bibliographiques sur les notices de chacun des items. Donc, comment on procède? Eh ben, on prend notre notice d'item et puis on va chercher la notice bibliographique qui a été donc précédemment intégrée à Folia Livre. Et puis, on fait le lien. Et puis ensuite, on indique sur la base de ce lien, on précise quelle page, par exemple, quelle illustration, voilà. Donc, ça permet de faire la référence bibliographique de manière finalement très propre, puisqu'on n'est pas obligé de ressaisir une donnée bibliographique. Voilà, c'est comme vous le savez certainement, c'est ce qui pêche souvent dans la bibliographie, c'est qu'on trouve très souvent dans les bibliographies pour les œuvres des notices un peu résumées, parce que c'est plus facile, voilà, que de ressaisir toute la référence. Et donc, parfois, au bout de quelques dizaines d'années, des fois, on se rappelle même plus très bien, enfin, en tout cas, les successeurs qui prennent en route qui regardent la base de données après ne comprennent pas trop ce que c'est que cette référence bibliographique. On a parfois juste un auteur avec une page et on se dit, bon, bah, qu'est-ce que c'est que cette notice? Voilà, donc là, effectivement, ça permet d'avoir quelque chose de propre puisqu'on a toute la notice que l'on peut remonter et avoir toutes les données précises de l'ouvrage en question. Merci beaucoup, Patricia. J'enchaîne rapidement parce qu'on a encore 8 questions. Donc, il y a un spectateur qui demande comment vous gérez les personnes dans Folia. Un auteur d'une œuvre, par exemple, est-ce qu'il y a une table commune pour la gestion des personnes et personnes morales? Oui, donc c'est ce que je disais, hein, c'est la base d'autorité qui comprend à la fois des personnes physiques, des personnes morales et donc des collectivités, disons. Donc ça fait à la fois personnes et collectivités. Et effectivement, c'est pour cela que pour l'instant, on n'ouvre pas les droits aux producteurs de données dans les différents items sur la création des autorités. Donc s'ils ne trouvent pas l'autorité, ils nous demandent et effectivement, on la crée dans la table des autorités. Et ensuite, dès lors que c'est créé, c'est rendu accessible dans les différents modules pour s'en servir dans la saisie. Très bien. Encore une autre question à laquelle vous avez déjà donné réponse, mais ce sera l'occasion d'y revenir. Donc, quand Folia sera accessible et surtout, est-ce que le volet sémantique le sera également? Sur quelle licence que cette publication se fera? Alors oui, effectivement, j'ai un petit peu répondu, mais de manière un peu rapide. Donc pour l'instant, comme je vous le disais, on va mettre en ligne avec voilà, une interrogation sur certaines choses, comme par exemple les URI. On va essayer de mettre en place schéma.org, mais certainement pas dans la V1, puisque comme je vous le dis, la V1 c'est pour le 22 avril, donc on n'est pas prêt. Voilà, c'est en cours, mais on sera probablement pas prêt pour le 22 avril, donc, de toute façon, on fera des exports réguliers et donc des mises à jour du portail très régulières, donc avec un enrichissement au fil du temps. Pour l'aspect partage finalement et exposition des données, là, on est sur pas du court terme, voilà, on est sur une vision un petit peu plus longue. C'est prévu, c'est-à-dire que nos référentiels de base sont formatés en SCOS. Donc, a priori, le partage évidemment est rendu possible. Sauf que pour l'instant, voilà, on a intégré les référentiels. Maintenant, on travaille complètement en production. Donc parfois, voilà, c'est ce que je vous disais, on est obligé d'aller vite. Donc,
on prend pas toujours le temps de faire proprement un alignement, de bien enrichir la notice d'autorité pour qu'elle soit bien propre et complète. Donc voilà, ça, c'est un peu le principe de réalité, c'est-à-dire que malheureusement, on peut pas toujours tout faire dans les règles de l'art. On essaye en tout cas, de rester sur notre objectif de base. Et donc après, pour ce qui est de l'export, les référentiels, effectivement, on souhaite pouvoir les exporter en SCOS donc par la suite. Ça suppose, c'est pour ça qu'aussi on n'est pas trop pressé, c'est que ça suppose évidemment de pouvoir prendre le temps de toiletter autant que possible ces référentiels avant de les rendre accessibles et donc et de les partager sur le web finalement. De la même manière, pour les notices, on souhaite les exposer en RDF. Donc, c'est un format sur lequel voilà, on va travailler maintenant en lien avec Skinsoft Thomas Francard de la société Sparna pour que, voilà, c'est a priori, en tout cas, ce que l'on vise, mais voilà, pas dans les prochains mois, voilà, pas tout de suite, mais ça, voilà, ça viendra. Merci beaucoup. Et au sujet de la production SCOS, un spectateur se demande si vous utilisez Jinko, OpenTeso ou aucun des deux. Alors en fait, non, on s'était interrogé au moment de la mise en place et comme je vous dis, ça datait, enfin voilà, quand on a commencé, c'était 2019 et non, on a fait, voilà, on est parti de nos référentiels tels qu'ils étaient présents dans la base de données des œuvres, puisqu'il fallait quand même qu'on puisse migrer la base de données et il fallait pas qu'on attende non plus 107 ans avant de le faire. Donc voilà, on avait aussi des contraintes opérationnelles parce que les équipes ne pouvaient pas voilà, attendre trop longtemps avant d'entrer en production. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait et effectivement, on n'a pas, on s'est pas trop servi, on s'est pas trop servi à ce moment-là d'OpenTeso ou de Jinko. Parfait, merci. Et il y a Michel Caldemar qui vous félicite pour cette réalisation exemplaire et très innovante et pose la Merci, Michel. question de comment s'est déroulée la genèse du projet. Autrement dit, l'initiative est-elle venue des spécialistes de l'information ou bien de la conservation? Et comment cette initiative a-t-elle été accueillie? Je veux bien compléter la question de Michel, j'en profite parce que ça va avec. Sur la genèse du projet, est-ce que tu pourras nous dire un petit peu sur quel soutien financier vous avez pu compter, sans bien sûr donner de budget précis? Oui, alors effectivement, bon, comme je vous le disais, on avait ce besoin de faire évoluer la base de données des œuvres et puis ce besoin aussi de constituer une ou des bases de données pour les ressources. Donc ça, oui, effectivement, moi, lorsque je suis arrivée au château de Fontainebleau en 2014, j'ai fait un état des lieux. C'était voilà, j'ai commencé parce qu'en fait, il y avait beaucoup de beaucoup de choses à mettre en place, notamment des locaux aussi à revoir complètement. Donc, il y a eu un projet d'aménagement que j'ai été obligée de diriger aussi en même temps que la gestion de projet Folia. Euh, et donc, dans cet état des lieux, effectivement, j'avais déjà un peu exposé cette première analyse. Ensuite, il y a eu un projet du ministère de la Culture pour l'ensemble des musées à services à compétences nationales qui partageaient le même outil, mis en œuvre et mis à disposition surtout par le ministère de la Culture pour ces établissements. Et puis pour les établissements publics dont nous faisons partie, la possibilité d'adhérer, de participer à ce projet et donc de s'inscrire dans dans ce projet transverse du service, alors j'ai oublié le nom du service des collections. Euh, donc, on a à ce moment donc participé à cette réflexion. En interne, on s'était constitué avec une conservatrice
voilà, qui était très intéressé par ces questions-là et puis surtout qui avait vraiment une forte volonté de faire évoluer cette base de données des œuvres. Donc, on s'était un petit peu constitué en premier binôme et puis on a participé donc aux prémices de la mise en place du nouvel outil pour les musées. Et là, voilà, on s'est trouvé confronté à finalement à un choix qui était soit de s'inscrire dans ce projet, mais ça nous faisait renoncer à un certain nombre de choses puisque le périmètre de ce projet était vraiment circonscrit à mettre en place un outil de gestion pour les collections. Donc, il y avait ni l'aspect de mise en ligne dans un premier temps ni encore moins les aspects documentaires de traitement et de gestion des ressources documentaires. Donc, c'était vraiment centré sur les collections. Et puis, nous, voilà, euh, j'avais à l'époque quand même euh, fortement euh, comment présenté de manière un petit peu dirigée le fait que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir de tout de suite prendre en compte les autres aspects. Donc là, bah, effectivement, on a présenté à quelques reprises un petit peu l'état de nos réflexions auprès des dirigeants du château, hein, du comité de direction. Et puis, l'établissement nous a suivis sur plutôt la prise en compte d'un système global. Voilà, avec donc des crédits qui nous ont été alloués très rapidement. Bon, c'était un peu inespéré pour pouvoir lancer une consultation. Et puis effectivement, un établissement qui nous a vraiment suivis, enfin, et qui a suivi finalement aussi toute cette initiative que j'ai eue de vraiment mettre en place un outil qui soit à la fois, euh, euh, comment dire, métier pour les collections, mais aussi métier pour les autres aspects qui sont souvent laissés de côté dans les musées. C'est souvent voilà, les œuvres en premier, et puis après on essaie de raccrocher les ressources comme on peut, mais voilà, il y a rarement une prise en compte sur le même plan et avec le même intérêt de l'ensemble des univers métiers finalement. Donc là, oui, je dois dire que ça a été une chance d'avoir une équipe de direction qui nous a suivis là-dessus, quoi. Je vais lire la toute dernière question parce qu'on n'aura pas le temps de lire les suivantes. C'est encore Michel Galdemar qui pose une autre question. Envisagez-vous la mise en œuvre des dossiers d'œuvres électroniques avec Skinsoft? Alors, effectivement, c'est quelque chose que je pense que il doit y avoir une phrase dans la présentation, mais j'ai pas du tout insisté dessus. Mais effectivement, on intègre aussi dans notre base images, en fait, il y a deux aspects, les images, donc les médias, et également les aspects documentaires. Donc, quand on a des documents numériques, nativement numériques, qui nous arrivent, puisque maintenant c'est quand même très régulièrement le cas, notamment pour les rapports de restauration ou les constats d'état. Donc, ces derniers sont intégrés effectivement également dans le système et mis en lien aussi avec les items, les notices d'items. Donc, ça constitue une sorte de prémisse de dossier d'œuvre numérique, même si on a nos dossiers d'œuvre papier que l'on continue d'alimenter et qui reste quand même vraiment notre base de connaissances. Voilà, il est évidemment pas du tout question pour l'instant de numériser les dossiers d'œuvre et de les mettre en lien in extenso dans le système. On arrive à 15 heures, donc je vous propose qu'on clôture cette séance. En mon nom propre, au nom du comité scientifique des lundis numériques et au nom du public, Patricia, je voulais à nouveau te remercier d'être intervenue aujourd'hui.
Et puis, je prends mes notes pour vous donner rendez-vous le lundi 13 mai à 13h30 pour la prochaine séance et elle sera consacrée à un état des lieux de l'initiative IIIF pour l'interopérabilité des objets numériques sur le web et nous accueillerons à cette occasion Régis Robineau de Biblissima Plus. Eh bien, à mon tour, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce projet qui me tient à cœur. Voilà, et je remercie tout le monde pour son écoute et les questions qui ont été posées. Et je reste à disposition. Merci, Merci, bonne journée. bonne journée, au revoir.